Douleur à Bangolo. Rébellion de 2002. Extrait. La terreur de l'hélico. P est fort inquiet. Il veut avoir les nouvelles des siens. Ceux de l'autre côté du danger. Il ne peut rester ainsi sans rien faire. Samedi 21 décembre 2002. Le matin, il y a une accalmie. P et les siens sentent les pas et entendent les voix des voisins dehors. P décide d'ouvrir la porte pour aller aux nouvelles et voir par là. Suite les autres. Il ne s'exécute plutôt pas. Prudence. Les ennemis sont dans sa cour. Il la traverse tranquillement. Ils arrivent chez le voisin. Ils échangent avec lui quelques mots. Plaisantent même avec lui. P retient de leur charabia qu'ils ne sont pas venus s'attaquer à la population. Ils ne sont pas venus tuer les civils. Après ces échanges, ils passent leur chemin pour aller vers Duékoué. C'est un peu rassurant s'ils ne tuent pas. Un souvenir plus apaisant l'envahit. Lorsque la ville de Daloa fut prise, un habitant de cette cité avait appelé et déclaré à la radio que les gens circulent tranquillement dans la ville, qu'on ne nous fait rien. Cela voudrait dire qu'effectivement les rebelles ne sont pas si barbares. Mais, tout de même, tous ces coups violents qui ont retenti au cours de la nuit n'ont-ils pour cible que les forces loyalistes? Et la vie d'un soldat n'est-elle pas, malgré tout, une vie humaine? Le soldat n'a-t-il pas une famille, une femme, des enfants? Et les balles perdues? D'ailleurs, combien de loyalistes restent-ils encore à Bangolo? Les jeunes de la ville ne seraient-ils pas constitués en force d'appui aux loyalistes face à l'abandon de leur ville? Ils pourraient bien le faire pour soutenir le peu d'éléments encore courageux et décider à défendre les populations. P prend courage et ouvre la porte. Il est dehors. Il s'entretient rapidement avec le voisin. Celui-ci lui fait comprendre qu'il y a plus de peur que de mal. Les assaillants disent qu'ils sont venus nous protéger. Nous n'avons rien à craindre. Comme si la population de Bangolo avait dit qu'elle avait besoin de protection. Pendant que sa femme s'active à la cuisine sommaire, P prend la route de la ville. Il faut qu'il sache comment vont les siens. Il emprunte la voie principale. À mesure qu'il avance et qu'il rencontre des personnes mieux informées, son visage se décompose. La rue devient cruelle. La folle rumeur y circule déjà. Des boutiques et magasins sont attaqués, pillés. Les domiciles ne sont pas épargnés. Sous la fureur des rafales, des portes ont volé en éclats. Les premiers cas d'assassinat perpétrés par les rebelles se signalent ici et là. La tension est vive. Les tirs éclatés la nuit, dans les 4 coins de la ville, en ajoutent à la panique générale. P n'a pas traversé la gare routière quand le bruit de l'hélicoptère de guerre se fait entendre. Le Mi-24 de Gbagbo, Mi-24 ou la mort. Il largue une bombe qui explose comme un tonnerre. Non, plus qu'un tonnerre. Tout le sol de Bangolo remue. Les vibrations des roquettes atteignent P jusqu'aux tripes. C'est grave. Au premier bruit de la mort, P s'était aplati au sol. Puis, voyant les gens détalés, il rebrousse chemin à leur manière. Il se trouve plus proche de son domicile que de la concession familiale, mais assez loin de chez lui tout de même. Il court presque en rampant. Lui, qui avait perdu l'habitude des courses pédestres, retrouve un élan particulier mais essoufflé. Son pied bute contre un obstacle. Ciel, il roule par terre. Sa chaussure prend une autre direction. Qu'elle aille au diable. Il se relève aussitôt. Il ne se demande pas s'il a mal. C'est un détail. Les balles percutent le goudron et sifflent à ses côtés. Il abandonne cette voie et rentre dans les roseaux. Le poids de son corps, notamment de son énorme postérieur, en vitesse de croisière, le propulse. P atterrit dans l'herbe sur le visage. Le nez percute une tige sèche et s'écorche. Deuxième détail, il ne se relève pas aussitôt. Ça brûle quand même. Il joue le mort. Le ciel semble tourner. Il ferme les paupières et inspire profondément. Ce n'est pas pour longtemps. À quelques 50 mètres de lui, l'hélico largue des engins qui explosent. P bondit comme une biche, mais replonge dans une autre touffe d'herbe. Une autre roquette éclate. Elle tranche une robuste branche du manguier qui remue là-bas, à environ 100 mètres plus loin, au milieu d'une fumée épaisse. Une troisième bombe tombe à même le sol. Sur un terrain nu, elle soulève un monticule de terre. Incroyable. Dieu aurait-il ouvert l'enfer à P? Comment faire comprendre à l'hélico que lui n'est pas un assaillant? Même si l'appareil de guerre ne le vise pas, il peut bien être l'une de ses victimes. Pourtant, il n'y a pas plus loyaliste que lui. Comment régler cette affaire? Il a des problèmes. Il ne sait pas quel mal Gbagbo a pu faire à ces gens. Quel tort ne peut se réparer autour d'une table pour qu'il se comporte de la sorte? Regardez ce qui lui arrive. Lui, grand instituteur, 23 ans de métier, couché comme un porc, dans la boue. Et si l'un des centaines d'Ivoiriens qu'il a formés le trouvait dans cette déshonorante position? Il a passé 15 années de sa carrière au Nord pour éduquer, avec une conscience professionnelle des plus irréprochables et l'esprit paternel, les frères de Solo Guillaume. À aucun moment, il n'a manqué d'occasion pour leur livrer un message de paix et de non-violence. Beaucoup de ses élèves sont devenus quelqu'un, à cause de la rigueur dans le travail qu'il leur a inculqué dès cet âge. Il a fait tout cela pour que l'Ivoirien, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, soit intelligent et aime son prochain. Pour détourner les écoliers du nord de l'école buissonnière, il rendait ses cours pratiques, vivants et agréables. Sa méthode paraissait efficace, car ses enfants, attachés au travail rudimentaire de la terre, finissaient par prendre conscience que leur salut se trouvait dans la salle de classe. Certains élèves
réquisitionnés par leurs parents pour monter des buts d'Ignam, préféraient leurs études à la daba. Ce revirement de l'enfant suscitait souvent une crise au sein de la famille. Toutefois, P mêlait diplomatie et pédagogie pour amener ses parents à comprendre la nécessité de laisser leurs enfants poursuivre leurs études, et ce, plutôt que de les conduire au champ, la grosse daba à l'épaule. Mais voilà comment Soro le remercie. À cause de son intransigeance et de sa rébellion, P, l'éducateur, côtoie la mort, couché dans la boue. Il est traqué par l'hélico. Un hélico si furieux qu'il ne peut deviner que lui, P, a servi l'État de Côte d'Ivoire pendant 23 ans, avec loyauté et meilleure conscience. Un instrument de mort, aussi aveugle et enragé que toutes les machines de guerre. Quand il lance ses bombes du ciel, l'hélico ne trie pas. Personne ne peut converser avec lui. Personne ne peut négocier avec lui. Il ne sait pas qui est qui. Il ne peut s'imaginer que lui, P, jeune frère de Glou, le militant fanatique du FPI et inconditionnel de Gbagbo, est menacé dans les roseaux. Il tire sur les maisons dites isolées, donc il peut, de très loin et par hasard, catapulter un engin diabolique qui détruise la maison et son contenu, sans même savoir s'il a tué un ami ou un ennemi. Il préfère même bombarder et sacrifier un faible pourcentage de civils disséminés dans un lot de rebelles, comme c'est le cas du pauvre P en ce moment. L'on parlera là d'effets collatéraux. Or, avec les rebelles, on peut quelquefois négocier, leur proposer de l'argent, des biens, pleurer, demander pardon ou faire quelque chose de pareil pour qu'ils vous libèrent. La maison de P est bien garnie de biens, des biens de 23 ans d'efforts. Il peut les sacrifier. Après tout, à tout âge, l'on peut se refaire une situation reluisante si la vie est sauve. Mais là, hélico, cette machine peut-elle voir en ce moment ses blessures et ses larmes? Dans les roseaux? Non. Or, cette machine est venue le sauver, lui, le civil, le loyaliste. Gbagbo a raison de traquer les rebelles. Il faut même les mater. Seulement, avec l'hélico, les choses ne sont pas si simples. Voilà donc les raisons pour lesquelles les populations ont plus peur de l'hélico que des rebelles. Il est resté couché pendant près d'1 heure dans les herbes. Il sent quelque chose lui glisser sur la cheville. Il lève doucement la tête et y jette un clin d'œil. 1000 pattes. Nom de Dieu. Le réflexe est immédiat. Il a la chair de poule. Il balance le pied à la manière d'un grand footballeur. La scolopendre s'est envolée comme une balle de tennis. Il ne sait par quelle acrobatie, lui-même a pu se retrouver à plus de 10 mètres en avant. Le danger ou son imminence décuple les forces. 1000 pattes. Non. À voir le corps vermiforme de cette myriapode, divisé en segments, il a la chair de poule. Il sait du 1000 pattes qu'il est venimeux. Que sa première paire de pattes est une paire de crochets, à venin dont la morsure ne doit pas être agréable. Et pourquoi devait-il fuir des rebelles? Un hélico ami qui ne le reconnaît pas. Et être emporté par un 1000 pattes? Pourquoi? Pourquoi ferait-il cet honneur à cette bête? Non, il ne ferait pas cela. P n'aime pas la guerre. Il ne l'a jamais aimée et vécue. Non, il ne l'a jamais connue. Jamais, jamais. Tant mieux. Guerre, en quoi ce nom peut-il attirer rêve et plaisir? Il n'aime pas ce nom qui sonne comme la chute d'un couperet. Un nom effroyable, qui, à ses yeux, renferme laideur et atrocité. Guerre, c'est à présent qu'il s'en rend bien compte. Il ne l'avait jamais expérimenté. Mais ce mot ne renvoie-t-il pas au balai de squelettes vivants et de squelettes morts? Dépérissement des victimes de guerre. Vol, viol, destruction des biens d'autrui, mutilation, famine. L'arme désigne la guerre. Haussement de toutes sortes la caractérise. Crâne sans personnalité mais mécontent. Cage thoracique démythifiée. Colonne vertébrale effondrée. Humérus, radius cubitus, fémur. Péroné et tibia souvent incomplets. Phalanges dessoudées. Bassin pitoyable, etc. Voilà le lot. Il n'aime pas la guerre. Elle est mère d'atrocité, de douleur. Mais que signifient atrocité et douleur pour qui n'a jamais vu la guerre de près? Lui, P, peut en parler avec des mots adéquats. L'hélico s'est éloigné. Aucun bruit de lui ne se fait entendre. P se relève et regagne son domicile.